Alors, le parcours qui vous sera proposé demain nous conduira des lendemains de l'événement avec Madame de Staël jusqu'à notre présent avec Chantal Thomas. Ce parcours nous fera traverser le long siècle des révolutions, selon l'appellation courante employée à propos du XIXe siècle, en prenant comme relais trois écrivains majeurs, Chateaubriand, Balzac, Hugo. Le siècle suivant, le XXe siècle, où la République se dépouille de la parure de l'idéal pour s'incarner dans une réalité pérenne et néanmoins fragile, s'ouvrira avec Anatole France et sera en partie balisé par une œuvre de longue haleine, le Théâtre de la Révolution de Romain Rolland. C'est donc moi qui me chargerai d'évoquer ce dernier au terme de mon propos liminaire, afin de donner un aperçu de la place non négligeable que le théâtre, en général, a prise dans la riche galerie des images de la Révolution et de compléter l'éventail générique qui sera déployé par mes collègues. On apprendra demain d'abord de quelle façon Madame de Staël a mis au goût du jour le roman de mœurs et entrepris de l'ouvrir aux grands problèmes qui agitent la société. On verra que Chateaubriand a cultivé l'écriture mémorialiste pour en faire un refuge contre les injures des temps nouveaux et pour transférer la qualité aristocratique, traditionnellement attachée au genre des mémoires, de l'ordre social où elle est devenue caduque, à la distinction d'une nouvelle noblesse de plume. On découvrira enfin que le roman historique se taille bien sûr la part principale dans cet ensemble, mais que cette étiquette de roman historique recouvre de subtiles nuances. Balzac brode un suspense policier et de profonds secrets d'État sur d'obscurs faits divers qui troublent la quiétude mélancolique d'un coin de campagne entre 1803 et 1806. Hugo entrecroise les conflits et les dilemmes tragiques qui déchirent les familles et qui minent les alliances politiques, avec la matière épique des guerres de Vendée et de Bretagne. Anatole France retrace la propagation irrésistible de la mentalité et de la logique de la terreur à partir de son épicentre, le tribunal révolutionnaire. L'ensemble de ce corpus constitue la réponse la plus adéquate à l'injonction au renouvellement des formes qui a été formulée dès 1797, au cœur même de la Révolution, par un écrivain mêlé de près à l'histoire révolutionnaire. Il s'agit de Louis-Sébastien Mercier, et à l'intention de ceux qui viendraient après lui, pour développer les témoignages et les réflexions qu'il avait laissées à l'état fragmentaire par la force des choses, il écrivait ceci dans l'avant-propos du Nouveau Paris, recueil d'articles et de chroniques. Donc, je vais vous donner lecture d'une assez courte citation. Sans doute, pour peindre tant de contrastes, il faudrait un historien comme Tacite ou un poète comme Shakespeare. S'il apparaissait de mon vivant, ce Tacite, ce Shakespeare, je lui dirais « Fais ton idiome, car tu as à peindre ce qui ne s'est jamais vu. L'homme, touchant dans le même moment les extrêmes, les deux termes de la férocité et de la grandeur humaine. » Et un peu plus loin, Mercier ajoute, et on a l'impression qu'il nous parle encore, oblige-nous à te traduire, impose-nous non le plaisir, mais la peine de te lire. Bien sûr, il faut faire un correctif. Aujourd'hui et demain, il sera question de traduire les représentations littéraires de la Révolution, mais espérons qu'il sera plus question de plaisir que de peine, le plaisir d'éclairer des questions importantes et toujours d'actualité, toujours vivaces. Ces questions se laissent appréhender à partir de la triple fonction que remplissent ces représentations littéraires de la Révolution. La première fonction,
c'est ce qu'on pourrait appeler une fonction mythologique ou symbolique, qui réside dans la puissance du lien social créé par les grandes œuvres littéraires et théâtrales, quand elles fixent dans la mémoire collective les visions de l'événement les plus mobilisatrices, les plus fédératrices, et quand elles fortifient la cohésion d'une communauté de destin, la nation, la République, ou d'une communauté d'action, le mouvement révolutionnaire. C'est l'une des sources majeures, la littérature, auxquelles puise la légende révolutionnaire. Et d'après la signification littérale de ce mot de légende, legendum, legenda, ce qui doit être lu à propos de la Révolution, la légende noire et la légende dorée contribuent à l'édification de ce qu'on appelle aujourd'hui le récit national. Et cependant, les finesses et les ambiguïtés inhérentes aux représentations littéraires s'accommodent assez mal de la rigidité dogmatique qui préside aujourd'hui, dans notre débat politique contemporain, à l'invocation de ce récit national. Il y a donc une deuxième fonction qu'on pourrait qualifier de fonction délibérative, parce qu'elle tient aux modalités de l'intervention politique des écrivains et de leurs œuvres. Les œuvres sont porteuses d'un discours sur la Révolution, d'une interprétation ou d'une évaluation de l'événement. Mais il serait peut-être plus juste de dire qu'elles accueillent une pluralité d'interprétations et que leur raison d'être, leur intérêt propre, est de s'affranchir des dogmes idéologiques pour mettre en débat des jugements contradictoires. La littérature d'histoire ou le roman historique, par exemple, représente donc un interlocuteur essentiel dans ce que la langue politique actuelle nomme la conversation démocratique. Donc, conversation démocratique plutôt que récit national, même si les deux sont présents. Il y a une troisième fonction que j'appelle une fonction critique ou une fonction épistémologique, car il ne faut pas oublier, bien sûr, que les écrivains produisent leurs représentations dans un cadre historiographique donné. Ils sont tributaires d'un état des savoirs, ils sont tributaires des ressources documentaires à leur disposition, des paradigmes méthodologiques en usage dans la discipline historique, et ils sont tributaires des controverses intellectuelles qui forment la toile de fond de leur travail. Il arrive que l'invention fictionnelle et les innovations en matière d'écriture se nourrissent des concepts et des thèmes de la science historique et qu'elles lui apportent en retour un matériau heuristique. C'est, si vous voulez bien, à la lumière de ces trois axes, de ces trois fonctions, que je vais essayer maintenant de brosser succinctement, de traiter succinctement de certains aspects des œuvres qui seront abordées demain. Alors, pour ce faire, je vais retenter ma chance côté du partage d'écran pour agrémenter mon propos. Voilà, là, ça marche mieux. Vous verrez les couvertures en français des œuvres dont vous trouvez déjà les couvertures en japonais, les couvertures des traductions japonaises sur le site de la Maison franco-japonaise. Alors, demain, il sera question du roman de Chantal Thomas, Les adieux à la reine, publié en 2002. Donc, je commence par le plus proche de nous chronologiquement. Pourquoi ? Parce que Chantal Thomas est emblématique de cette interaction dont je viens de parler entre l'imagination et la recherche en histoire. Ce roman forme l'envers d'un ouvrage académique qu'elle avait auparavant consacré à Marie-Antoinette et aux pamphlets à son sujet. Ouvrage académique intitulé La reine scélérate. Je dis l'envers, mais je devrais peut-être plutôt dire l'endroit, dans la mesure où Chantal Thomas explique avoir employé les ressources de l'imagination, ici, pour se mettre en quête d'une connaissance positive sur le personnage de la reine, après avoir scientifiquement circonscrit le négatif, au double sens du terme, le négatif, même peut-être au triple sens du terme, tout ce que la reine n'est pas, toutes les images fantasmatiques répandues à son sujet, évidemment le négatif au sens critique et le négatif au sens photographique,
C'est-à-dire, à partir de là, Chantal Thomas va chercher à saisir la réalité du personnage. Pour autant, cette quête de la vérité du personnage n'est que l'impulsion première, vite dépassée, et l'horizon ultime, jamais atteint, entre lesquels prend forme le projet littéraire qui ne vit que de son inaccomplissement. Marie-Antoinette sert plutôt de prétexte à la reconstitution d'un monde évanoui, Versailles, que l'auteur s'efforce d'embrasser dans sa totalité cosmique, incluant le peuple invisible et oublié des auxiliaires de la vie de cour. La liberté de l'écriture s'épanouit dans les marges et les failles du savoir historique. Pendant la séquence de 3 jours, qui commence le 14 juillet 1789, Versailles demeure relégué dans ce qu'on pourrait appeler un non-lieu de mémoire. Et Chantal Thomas y décèle une force de décomposition endogène, c'est-à-dire sans influence extérieure, force de décomposition de la règle mondaine, de la règle de la société de cour. Et cette force de décomposition mène à un effondrement accéléré, mais coupé de toute relation avec l'histoire révolutionnaire. Je cite Chantal Thomas, « Je parle d'un temps qui ne conduisait à rien, et surtout pas à ce sinistre 19e siècle. » Ce sont les propos de sa narratrice, la lectrice de la reine, la lectrice particulière de la reine. Le roman historique a donc une matière un peu étrange, un temps coupé de l'histoire, peut-être une sorte d'uchronie étanche, et puis un monde clos, une sorte d'utopie, mais qui vire à la dystopie. Et ce monde, cette matière étrange du roman historique se confond peut-être avec les mirages de la conscience de cette voix singulière. Il sera question également demain donc de Madame de Chateaubriand. Je commence par parler de Chateaubriand plutôt, voilà. Parce que le filtre de la subjectivité de la voix narrative, combiné à un usage archéologique de l'écriture, afin de reconstituer la trace effacée d'un monde disparu, c'est aussi cela qui caractérise l'entreprise des Mémoires d'outre-tombe. Il y a une certaine ironie dans ce rapprochement, dans cette harmonie entre deux pôles antinomiques, l'extrême humilité de la lectrice de la reine, chez Chantal Thomas, la posture altière de l'aristocrate, Chateaubriand, l'auteur, narrateur des Mémoires. C'est que ces deux voix se rejoignent dans leur position de vaincu de l'histoire. Pour Chateaubriand, l'écriture des Mémoires, c'est le véhicule qui permet de franchir dans les deux sens ce qu'il appelait le fleuve de sang séparant l'Ancien Régime des temps nouveaux. Juste une brève évocation d'une scène qui illustre bien ce passage du fleuve de sang, une des scènes les plus fascinantes des Mémoires. En 1815, l'exhumation des dépouilles royales, Louis XVI et Marie-Antoinette, en vue de leur transfert dans leur nécropole de Saint-Denis. Le mémorialiste rapporte qu'il a réussi à identifier les ossements de Marie-Antoinette grâce au dessin macabre de son sourire, parce que ce dessin macabre s'est superposé à son propre souvenir de la grâce du sourire de la reine lorsque il lui a été présenté avant la Révolution. Il était jeune homme lorsqu'il a été présenté à la cour. Donc ce fleuve de sang révolutionnaire, sur ce fleuve de sang flotte un sourire énigmatique, un sourire de sphinx, et la Révolution est bien constellée de mythes. Je parle maintenant de Madame de Staël. Madame de Staël utilise la forme romanesque au service d'une réflexion politique que je formulerai en empruntant une expression à Mona Ozouf dans son essai intitulé « Les aveux du roman ». Elle décrit ainsi le projet romanesque de Madame de Staël dans Delphine et Corinne.
Elle dit c'est la descente des grands événements dans les vies minuscules. Alors, c'est une analyse qui résume très bien la construction, par exemple, de Delphine. Delphine, c'est un roman qui développe une intrigue à dominante morale et sentimentale sur la toile de fond des 3 premières années de la Révolution. Mais les interférences entre les deux séries d'événements sont assez faibles jusqu'à ce que le dénouement offre aux deux protagonistes, Delphine, personnage éponyme, et son amant Léonce, l'occasion de sceller enfin leur amour par le mariage, grâce aux conséquences providentielles pour eux des changements révolutionnaires. La suppression des vœux monastiques lève le principal obstacle à leur union, qui trouve un climat moral plus favorable dans l'extinction de la société d'ordre. Or, l'abolition des privilèges opérée par la Révolution ne suffit pas à déraciner les préjugés qui sont encore dans la tête des gens, des personnages, les préjugés qui continuent à entraver la liberté du couple et l'égalité des partenaires au sein du couple. La construction romanesque de Delphine dramatise le retard pris par l'évolution des mentalités sur la révolution politique et sur son œuvre législatrice. Et c'est ainsi que la littérature, avec Madame de Staël, s'empare d'un problème politique fondamental posé par la Révolution. J'en viens à Balzac, voilà, Une ténébreuse affaire. Alors, c'est un titre assez éloquent, Une ténébreuse affaire. Il faut entendre affaire au sens moderne. C'est une affaire politique, c'est un scandale qui résulte du détournement de l'État, des organes de l'État, à des fins criminelles. C'est une histoire de barbouze, et je tiens à cet anachronisme qui nous renvoie à la Ve République, parce que dans cette histoire, c'est la police de Fouché qui est à la manœuvre au service des intérêts occultes de son chef, 1803-1806, fin du consulat, début de l'Empire. Fouché est soucieux d'effacer les traces de son triple jeu entre Bonaparte, les républicains et les royalistes. Et dans ce but, il fait perquisitionner la propriété d'un sénateur, Malin de Gondreville, parce que ce sénateur a trempé dans le même complot, dans le même plan secret que lui contre Bonaparte, avant le triomphe militaire de Marengo en 1800. C'est un peu compliqué, et quelques années plus tard, ce sénateur est mystérieusement enlevé, et ce mystérieux enlèvement est faussement imputé à de jeunes hommes, de jeunes aristocrates, dont le sénateur avait capté les terres familiales devenues biens nationaux pendant la Révolution. Et c'est sur cette captation de propriété qu'il a construit sa carrière politique. Pour obtenir la grâce de l'empereur, les aristocrates mis en cause injustement vont renoncer à leur projet de conspiration, ils vont se laisser incorporer dans la grande armée impériale. Ainsi, sous la surface des péripéties policières, sous l'atmosphère pittoresque de ce coin de la Champagne, qui mêle réalisme et romantisme, au-delà des ruptures historiques, Balzac nous fait discerner les continuités profondes où sont ancrées les bases de la France post-révolutionnaire. Le ralliement de la noblesse légitimiste, l'allégeance d'une nouvelle classe dirigeante issue du transfert massif de propriété foncière par la vente des biens nationaux, tout cela consolide l'emprise napoléonienne sur la société. Et les deux figures de politiciens opportunistes, piliers insubmersibles des régimes successifs, Fouché et Malin, le sénateur, dessinent la trame de l'État moderne. Le roman s'inscrit à l'intersection de l'enquête policière et de l'enquête sociologique, dans une perspective assez proche, il me semble, de la généalogie des sciences sociales proposée par Luc Boltanski dans son essai Énigmes et complots. Je passe à Anatole France, qui se livre à une anatomie du fanatisme politique
et c'est un sujet très moderne, parce que cette anatomie, c'est le processus de radicalisation d'un jeune artiste peintre désigné pour être juré du tribunal révolutionnaire et qui devient l'auxiliaire zélé d'une justice expéditive. Alors, par les origines du personnage, qui avait été d'abord imaginé pour une nouvelle portant sur l'Inquisition catholique, et par le titre même du roman, qui fait référence à une parole historique des prêtres espagnols lors de la conquête du royaume aztèque, eh bien, le fanatisme de la terreur, selon Anatole France, est relié au fanatisme religieux. Cette idée met l'écrivain en porte-à-faux avec ses amis politiques en 1912, ses amis politiques, ses amis socialistes. Si Anatole France se montre attaché aux acquis de la Révolution, il réprouve les violences qui en ont été le prix. Il aurait peut-être été de ceux que Robespierre brocardait, dont Robespierre se moquait, quand il disait qu'il voulait, je cite Robespierre ici, une révolution sans révolution. En effet, pour Anatole France, ce qui aurait importé, c'était de préserver un art de vivre propre à l'aristocratie, à la bourgeoisie éclairée du XVIIIe siècle, art de vivre dont le roman porte le deuil mélancolique. Et cet art de vivre aurait permis de renouer la filiation du progrès entre les Lumières et la République. C'est un roman intéressant également sur le plan épistémologique, puisque Anatole France montre un rapport assez distancié avec l'archive historique. Sa fréquentation quotidienne de la librairie de son père, son immersion dans la bibliophilie révolutionnaire, ne lui ont pas du tout fait contracter le fétichisme du trésor enfoui qui a pu habiter un historien comme Michelet. France n'est pas du tout sensible à l'espèce de nécromancie qui consistait à attendre de l'archive la résurrection magique d'un monde englouti. France avait la tête beaucoup plus positiviste, lui qui affirmait avec un détachement assez ironique que les hommes de 93 n'étaient que des hommes. Et la sécheresse de ce constat marque une rupture assez nette avec l'amplification épique, par exemple, dont Hugo s'était montré prodigue. Pour Hugo, l'amplification épique, c'était le moyen de dépasser le traumatisme de la Commune de Paris, traumatisme très vif. 93 a été publié en 1872, donc tout de suite après. Hugo voulait sublimer ce traumatisme, en quelque sorte, en faisant fusionner de manière syncrétique le poids tragique du passé, l'énergie épique de l'arrachement à ce passé dans le feu de la lutte héroïque, et la promesse lyrique d'une nouvelle enfance républicaine de l'humanité. Mais je vais plutôt saisir cette occasion pour mettre en lumière un aspect plus moderne de l'invention romanesque chez Hugo, qui joue avec les codes de la fiction historique et avec les lacunes de l'archive. Dans 93, il y a un personnage fictif qui s'appelle Simourdin, et Hugo le met en présence, dans une scène assez forte du roman, il le met en présence de trois figures historiques réelles, Danton, Marat, Robespierre. Pour introduire cette scène, Hugo s'arroge le privilège factice de la connaissance romanesque face à l'insuffisance, l'incomplétude du savoir historique. Hugo dit au sujet de Simourdin, « Personne aujourd'hui ne sait son nom, l'histoire a de ces inconnus terribles. » Forcément, puisqu'il n'appartient pas à l'histoire, mais c'est bien entendu un jeu, une sorte de supercherie qui substitue le réel à la fiction. Et en ce sens, c'est un jeu assez similaire à celui qui a été pratiqué en 2009, là je fais un bond en avant, une mise en perspective, par un écrivain qui a signé en 2009 un livre très important, ayant réactivé un peu les représentations littéraires de la Révolution. Il s'agit de Pierre Michon, dans Les 11. C'est un roman centré sur la description et la genèse d'un faux tableau
d'histoire. Et ce faux document est accrédité par la fabrication d'une fausse archive attribuée à Michelet. Alors pour conclure ce préambule, le temps me manque justement pour marquer comme il conviendrait la vitalité que Michon a redonnée à l'imagination littéraire autour de la Révolution depuis 2009, donc dans la dernière décennie. Je m'en tiendrai à une mention succincte qui fera transition avec Romain Rolland, c'est l'importance du théâtre dans ce phénomène. Il y a 2 spectacles qui ont fait sensation dans la dernière décennie, la décennie 2010. Un spectacle qui s'appelle Notre Terreur, c'était une création collective qui est restée 2 ans à l'affiche, de 2009 à 2011. Il n'y a aucune édition, aucune trace de ce spectacle, ni écrite, ni filmée. C'était le vœu inébranlable de la compagnie qui s'est lancée dans la production de ce spectacle. Si ça vous intéresse, je me permets de faire une petite publicité pour une assez bonne étude consacrée à ce spectacle, un article que j'avais écrit pour les actes d'un colloque de l'université de Kyoto, dont vous voyez ici la couverture. Comment la fiction fait histoire. Mais je parlerai donc peut-être un peu plus de la 2e pièce de théâtre qui, elle, a été publiée. Voici, ça s'appelle Ça ira, fin de Louis. Joël Pomera est le nom de l'auteur, dramaturge, metteur en scène. Ce n'est pas vraiment une pièce qu'il a écrite, c'est également une création collective qu'il a mise en forme ensuite pour la publication. Cette pièce continue à tourner, elle a été créée en 2015 et elle continue à tourner. Je voudrais mettre l'accent sur le point commun entre ces 2 créations, Notre Terreur et Ça ira, fin de Louis. Le point commun entre ces 2 créations, assez significatif, c'est un parti pris radical d'écarter la lettre des discours prononcés par les orateurs, écarter la lettre des textes, des documents de cette époque, pour les réécrire complètement, pour les recomposer à travers tout un travail d'improvisation collective des acteurs. Le principe de ce travail, c'est une fidélité scrupuleuse à la substance et à l'esprit des débats politiques de la Révolution, mais également, un 2e principe, une exigence d'actualisation de la forme au plus près des enjeux contemporains pour que la forme de ces discours sur la scène résonne exactement avec notre langue politique contemporaine. C'est une méthode assez éloignée de celle que Romain Rolland a pratiquée. Le théâtre de la Révolution de Romain Rolland nous invite à un double voyage au long cours. D'une part, la traversée du dernier quart du XVIIIe siècle à l'intérieur de l'œuvre, de 1774 à 1797. D'autre part, la traversée des 4 décennies que remplit la conception de cette œuvre, voilà, du tournant du XXe siècle jusqu'au seuil de la Deuxième Guerre mondiale. Donc évidemment, 40 années d'une extraordinaire intensité qui ont profondément transformé la société française. Depuis l'écriture et les représentations du premier volet, Les Loups, jusqu'au point final apposé à la postface de Robespierre le 1er janvier 1939, postface intitulée « La parole est à l'histoire ». Alors, j'avais un autre tableau synoptique en français, mais c'est peut-être pas la peine que j'aille le chercher puisque nous avons celui-ci sous les yeux. Je pense que nous pouvons nous en satisfaire. Je ferai un commentaire en disant que la majorité des pièces qui composent le cycle, c'est-à-dire 5 pièces sur 8, Les Loups, Le Triomphe de la raison, Danton, Le jeu de l'amour et de la mort et Robespierre, donc 5 pièces sur 8, concentrent leur action sur 2 années,
1793 et 1794. L'an 1 et l'an 2 de la République, de la Première République, d'après le calendrier révolutionnaire, 2 années marquées par une accumulation de paroxysmes conflictuels. L'exécution du roi Louis XVI, l'intensification de la guerre entre la France et l'Europe coalisée, l'assassinat de Marat, la mise en place du gouvernement révolutionnaire, gouvernement d'exception, qui sera proclamé révolutionnaire jusqu'à la paix, c'est-à-dire pour une période indéfinie. Les luttes fratricides exacerbées, d'abord Girondins contre Montagnards, puis robespierristes contre dantonistes, robespierristes contre hébertistes, les dantonistes étant appelés les indulgents, les hébertistes étant appelés les enragés. L'accélération de la terreur, politique de répression, d'abord pensée comme un frein rationnel aux fureurs populaires, puis échappant au contrôle de ceux qui l'avaient prôné et théorisé. Cette époque, et puis la mort de Robespierre, évidemment, la chute, l'arrestation, l'exécution de Robespierre, qui est l'objet de la dernière pièce du cycle, la dernière dans l'ordre de l'écriture, Robespierre. Cette époque, 93-94, est entrée dans la légende par le biais de la littérature, comme on l'a vu. Le roman de Victor Hugo désigne son titre cette année, 93, par cette expression assez forte, 93, minute épouvantable. Je fais le lien parce que le roman de Victor Hugo, 93, c'est une référence tout à fait contemporaine. Romain Rolland avait 6 ans lors de la parution de ce roman, il était enfant, et il a à plusieurs reprises témoigné de la force, de l'impression, de l'empreinte que ce roman a exercée sur lui. Alors, si on considère maintenant la chronologie de la création, ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire très bien avec ce document, on distingue 3 campagnes d'écriture très éloignées les unes des autres. 1898 à 1902, le tournant du siècle. Puis 1925-1928, le milieu des années 20. Et puis Robespierre se détache un peu à la fin des années 30. 3 campagnes d'écriture, c'est-à-dire 3 rendez-vous que la Révolution a donnés à Romain Rolland, selon les étapes de son évolution intellectuelle, morale et idéologique. 3 examens de conscience qui ont cristallisé le besoin d'écrire et de développer son œuvre sous cette forme d'un polyptyque, disait-il, d'un cycle, un work in progress. La spécialiste de son œuvre, Marion Denisot, a identifié les 3 grands ressorts de ces campagnes d'écriture. Premièrement, au tournant du siècle, le souci de l'unité nationale qui menace de se déchirer sous l'effet de l'affaire Dreyfus. Au milieu des années 20, le souci de la violence révolutionnaire, le problème du rôle de la violence dans les révolutions. Évidemment, l'exemple de la Russie bolchevique et soviétique est très prégnant, mais il y a eu aussi la rencontre avec Gandhi, qui a été déterminante pour Romain Rolland. Et puis, en 1938, la consternation, l'accablement de Romain Rolland devant la terreur stalinienne à l'heure des grands procès de Moscou. Voilà les 3 grands ressorts de l'écriture de ce cycle. Alors, il serait intéressant de prendre en compte aussi les lieux où ces pièces ont été représentées. Alors ici, le tableau de Marion Denisot aurait été intéressant, mais je vais résumer les choses en disant qu'il y a 2 pôles dans les lieux où les pièces ont été représentées. Romain Rolland a fait représenter les loups et le triomphe de la raison dans des théâtres symbolistes d'avant-garde,
Et puis, il a fait représenter Danton, en particulier, dans plusieurs théâtres qui participaient à des expérimentations à l'époque autour de l'idée d'un théâtre du peuple. Voilà. Théâtre du peuple, théâtre populaire de Belleville, théâtre civique. Voilà. Donc les représentations, les premières représentations du théâtre de la Révolution ont été portées par le projet de théâtre du peuple que Romain Rolland développait en parallèle. Il y a eu ensuite, en 1939, l'entrée au répertoire de la Comédie Française, mais c'est une consécration beaucoup plus tardive et d'ailleurs assez ambiguë dans ses effets. Bon, les tribulations de ces pièces d'un lieu à un autre, comme je viens de le dire, sont le signe de la poursuite d'un projet qui s'inscrit dans un mouvement collectif, le théâtre du peuple. Romain Rolland n'était pas seul, il y avait d'autres personnalités autour de lui. Ce mouvement collectif aspirait à offrir une alternative à la fois au théâtre de divertissement populaire, le théâtre de boulevard, mais aussi au théâtre symboliste, au théâtre d'avant-garde, auquel Romain Rolland a été associé, mais de façon un peu accidentelle. Romain Rolland doit sa visibilité comme symbole du théâtre du peuple à la publication en 1903, donc à la même époque, d'un manifeste théorique qui porte ce titre, le théâtre du peuple. Et dans ce manifeste, il inscrit la généalogie de ce projet dans la pensée réformatrice des dramaturges et des philosophes des Lumières, Diderot, Rousseau, Louis-Sébastien Mercier. Il inscrit aussi cette généalogie dans les novations de la période révolutionnaire, dans les expérimentations de spectacles et de fêtes civiques de la Révolution. Spectacles, fêtes civiques et aussi théâtre d'actualité qui offrait au public pendant la Révolution un miroir des combats et des débats au présent. La seconde raison de l'émergence de Romain Rolland comme figure emblématique du théâtre du peuple, c'est aussi bien sûr la question du rapport entre ces deux expressions, théâtre du peuple, théâtre de la Révolution. Est-ce que le théâtre de la Révolution est l'illustration du théâtre du peuple? Est-ce que le théâtre du peuple est la clé du théâtre de la Révolution? Quel rapport peut-on établir? J'essaierai de proposer quelques éléments de réflexion sur ce sujet. Je vais d'abord examiner l'entrecroisement des fils temporels de l'histoire représentée, l'histoire révolutionnaire, et de l'histoire des représentations. Alors, en 1898, lorsqu'il écrit la première pièce du cycle, l'affaire Dreyfus bat son plein. Zola vient de publier sa tribune, J'accuse, 2 mois avant. Les pétitions se sont déjà multipliées. Les écrivains, professeurs, artistes se sont déjà engagés dans ce grand mouvement collectif dont allait émerger une figure majeure du XXe siècle, la figure de l'intellectuel engagé. Romain Rolland est un jeune écrivain qui n'a pas encore rencontré le succès et il se tient à l'écart de cette mobilisation. La forme que prend son intervention publique dans cette crise est la forme indirecte de ce drame historique, Les Loups, qui transpose l'affaire dans le contexte de la guerre de l'Europe contre la France révolutionnaire. Romain Rolland recherche dans la Révolution une clé de compréhension d'une situation qui le déroute, l'affaire Dreyfus. Il y cherche aussi une projection mythique qui masque ses propres hésitations et ses propres contradictions. Nous prenons la première citation. Voilà, Romain Rolland parle de sa première pièce, Les Loups. Le sujet de mon drame est la fatalité cruelle qui oppose l'un à l'autre les plus impérieux devoirs de l'humanité et les détruit l'un par l'autre. Pour donner plus de grandeur à cette lutte entre la justice et la patrie, j'ai transposé le sujet à l'époque héroïque entre toutes de la Révolution française. Les vertus y deviennent grandioses et les vices se sauvent par une grandeur funèbre. Je voulais, par cet exemple,
faire réfléchir les deux parties sur la grandeur qu'il peut y avoir en leurs adversaires et sur l'implacable destin qui mène les uns et les autres et qui est le vrai coupable de tous les crimes de l'humanité. C'est une assez étrange façon de résumer l'affaire Dreyfus, une lutte entre la justice et la patrie. Et cette attitude médiatrice, avec deux parties renvoyées dos à dos, n'est pas très convaincante non plus. Fausse antinomie, fausse impartialité, qui font de la référence révolutionnaire un écran opaque, qui brouille les enjeux et les valeurs. Et cette confusion a été très perceptible lors des représentations de mai 1898, car les réactions du public n'ont pas du tout recoupé les lignes de clivage qui le traversaient. Romain Rolland s'est attiré à un succès de scandale, mais est-ce que ce succès était digne du brillant historien qu'il était déjà aussi, après ses études à l'École normale supérieure, après son agrégation d'histoire et après sa thèse en histoire de l'art consacrée aux sources de l'opéra. Il est plus intéressant, il me semble, de lire la pièce pour elle-même, de la détacher un peu du contexte qui lui a donné naissance. Donc, pendant le siège de Mayence par les Prussiens en 1793, un officier républicain, aristocrate d'origine, est victime d'une fausse dénonciation forgée par son frère qui appartient au camp ennemi. La haine familiale, nourrie par l'accusation de trahison à l'encontre de l'ancien noble qui a choisi d'être loyal à la patrie républicaine, la haine familiale trouve une alliée dans la haine de classe. Parce qu'un commandant de l'armée assiégé, un commandant républicain, issu du peuple, charcutier de son État, se fait complice de cette calomnie, de cette fausse accusation. Et par ailleurs, ce commandant issu du peuple, c'est un héros, il se comporte en héros dans les combats. Cette ambivalence explique que l'officier chargé de l'enquête finisse par se résoudre au sacrifice d'un innocent, en pleine connaissance de cause, pour les nécessités supérieures de la patrie. Ainsi, la structure du dilemme est bien présente dans cette pièce, mais plutôt que de la plaquer abusivement sur l'affaire Dreyfus, au risque d'altérer la limpidité morale de cette affaire Dreyfus, il vaut mieux réinsérer le dilemme dans une constellation thématique plus large, où l'on retrouvera le topos tragique des frères ennemis depuis l'Antiquité, actualisé et enrichi par la question des rapports de classe et par un problème sociologique, le problème du déterminisme qui pèse sur les engagements politiques. Voilà pour le point de départ du théâtre de la Révolution. Au terme du parcours, nous sommes en 1938, et quand Romain Rolland se lance en janvier dans son entreprise de clore le cycle par un drame aux dimensions démesurées qui s'intitule Robespierre, c'est un écrivain reconnu, prix Nobel de littérature en 1916, prix Nobel de littérature en 1916. Mais l'apogée de son prestige et de son influence semble un peu derrière lui. C'était plutôt pendant l'été 1936, l'été du Front populaire, auquel il a participé avec ferveur en tant que compagnon de route du Parti communiste. 2 ans plus tard, 1938, l'atmosphère est crépusculaire, aussi bien sur le plan politique général, la majorité de gauche élue à la Chambre au printemps 1936 est sur le point de se disloquer, que sur le plan personnel, moral et idéologique. Profondément ébranlé par le retournement de la terreur stalinienne contre les compagnons historiques de la révolution de 1917, Romain Rolland prend ses distances, sans tapage. Il essaye d'exercer une médiation discrète afin d'obtenir un adoucissement de la répression auprès de Staline. Ces tentatives échouent et son attitude à mi-chemin entre la rupture et l'acquiescement lui aliène les sympathies des deux côtés. L'intrigue du drame, Robespierre, les discours de ces personnages
porte le reflet très direct de son désarroi devant la tragédie soviétique. Et le reflet aussi de ce que les historiens appellent la montée des périls, commencée quelques semaines avant l'Anschluss, achevée au lendemain des accords de Munich. La pièce est radiodiffusée, elle ne sera pas représentée dans un théâtre, elle sera uniquement diffusée à la radio en juillet 1939, fin juillet 1939, dans un moment étrange où les préparatifs de la guerre interfèrent avec la commémoration très furtive du 150e de la Révolution de 1789. Donc la singularité de cette œuvre dramatique du Théâtre de la Révolution tient dans la longue durée, dans les progrès, les retours en arrière, les bouleversements, les stagnations, les continuités, les surprises. Et malgré cette focalisation sur les années 93-94, ce qui distingue le théâtre de la Révolution, parmi toutes les fictions de la Révolution, c'est d'embrasser l'envergure historique avec les 4 décennies de la création, mais aussi avec le quart de siècle de la fiction, le quart de siècle inscrit dans la fiction. Donc ici, il faut dire un mot au sujet des bornes du cycle 1774-1797. La date de 74 est un peu arbitraire au regard de l'intrigue de la pièce qui se passe cette année-là, Pâques fleuries. C'est peut-être lié au début du règne de Louis XVI, dans la mesure où le sujet de la pièce s'organise autour de la figure du père de famille, de son autorité, de sa descendance légitime et illégitime, et de la querelle de succession, c'est vraiment la trame de la pièce, entre le fils reconnu et le fils naturel. On sait en effet que le roi et le père, dans la pensée politique et dans la structure sociale de l'Ancien Régime, sont liés l'un à l'autre par une sorte de métaphore réciproque. Si on s'intéresse maintenant à la borne en aval, 1797, on note que c'est avant le coup d'État de Bonaparte. Et donc, ça montre que Romain Rolland ne s'intéresse pas beaucoup à cet événement. Il ne s'intéresse pas beaucoup à la chute de la République, parce que pour lui, la République est déjà morte depuis Thermidor, c'est-à-dire que la République est déjà morte avec Robespierre. La République à laquelle Bonaparte met fin n'en a plus que le nom. Voilà. Les dernières années de la Révolution, pour Romain Rolland, c'est une sorte de parodie. Et c'est pour ça qu'il préfère situer sa dernière pièce dans un lieu autre. La pièce se passe en Suisse et traite du thème de l'exil. La thématique de l'exil est plus appropriée à sa vision tragique de l'histoire, à sa hantise des déchirements qui menacent les communautés humaines. Et la thématique de l'exil dans Les Léonides, cette dernière pièce dans la fiction, la thématique de l'exil lui offre la matière d'une réconciliation entre les frères ennemis, que ce soit les frères de sang, que ce soit aussi les républicains qui se sont laissés entraîner dans les luttes de ces 2 années terribles, 93-94. Et il n'y avait pas de lieu plus adéquat pour bâtir cette utopie réconciliatrice que la Suisse, où se retrouvent dans les Léonides les personnages de la première pièce, Pâques fleuries. Parmi ces personnages, il y a une présence remarquable, porteuse d'un puissant symbole. Il y a Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, c'est une figure qui traverse plusieurs pièces du cycle, plusieurs pièces du théâtre de la Révolution, sous différents avatars. Dans Pâques fleuries, au tout début, il est là en personne, dans son rôle de précepteur, professeur particulier, inspiré de l'Émile.
dans les Léonides, à la fin du cycle, il renaît sous le prénom de Jean-Jacques, sous les traits juvéniles du fils d'un ancien député de la Convention. Et entre-temps, peut-être plus significatif encore, entre-temps, c'est-à-dire dans Robespierre, dans la pièce intitulée Robespierre, il revient visiter le héros en songe, 2 fois, à 2 reprises, quelques jours avant sa mort à Montmorency et quelques heures avant sa mort lorsque Robespierre se trouve à l'hôtel de ville évanoui. Donc Rousseau revient visiter Robespierre en songe, peut-être un peu à la manière d'un spectre shakespearien. Et c'est ce que je voudrais dire aussi au sujet de cette œuvre, c'est que le théâtre de la Révolution n'a peut-être d'équivalent que le théâtre tragique des Grecs ou le théâtre historique de Shakespeare par l'ampleur du cycle dramatique. C'est à cette hauteur, les Grecs et Shakespeare, que Romain Rolland a voulu hisser sa vision de l'histoire révolutionnaire à la hauteur des mythes fondateurs d'une nation. Ainsi, dans la préface de sa première édition du Théâtre de la Révolution en 1909, Romain Rolland a défini la Révolution comme, je cite, l'Iliade du peuple de France. Et il relie cette vision épique à son projet de théâtre du peuple que je vous présente à travers la citation 2. Surtout, explorer la légende de la Révolution qui est devenu le véritable fond de l'âme nationale, au détriment de l'ancienne histoire française, fort oubliée, peu populaire à quelques épisodes près. À traiter dans la façon épique, lyrique et réaliste de Shakespeare. Dans ce drame du peuple, de la nation, une place considérable est à faire aux multitudes, au peuple. La juxtaposition de ces 2 termes, les multitudes, le peuple, vaut définition. Le peuple unanimiste et fusionnel, idéaliste et charnel. C'est une inspiration profondément rousseauiste. C'est le peuple du contrat social, incarné dans le présent des fêtes civiques, comme dans la lettre à d'Alembert, autre texte de Rousseau. Alors, si l'on se met en quête d'une réalisation concrète de cet idéal, une date s'impose, ce que j'appelle le moment de vérité du théâtre de la Révolution, un moment historique en adéquation parfaite, mais éphémère, avec les images de la Révolution, le 14 juillet 1936, jour de fête nationale depuis les débuts de la Troisième République, depuis 1880-81. Ce jour-là, 14 juillet 1936, au théâtre de l'Alhambra, dans le quartier parisien des grands boulevards, non loin de la place de la République, s'ouvre un cycle de représentation de la pièce homonyme de Romain Rolland, le 14 juillet. 34 ans après sa première création en 1902, 34 ans après un premier accueil assez décevant, la pièce rencontre enfin son public. Grâce en partie à une affiche prestigieuse qui bénéficia de la contribution de Picasso. Picasso avait peint le rideau de Seine. Et puis, cette affiche bénéficia aussi de la collaboration des compositeurs de musique Darius Milhaud et Arthur Honegger. Et d'ailleurs, pour Romain Rolland, c'était extrêmement important. Pour lui, la musique devait avoir un rôle essentiel pour entraîner l'adhésion fervente du public et pour opérer sur lui un effet politique. C'est ce qu'il décrit dans la citation 3, qui est tirée d'une note sur la dernière scène dans l'édition de la pièce. L'objet du tableau final est de réaliser l'union du public et de l'œuvre, de jeter un pont entre la salle et la scène, de faire d'une action dramatique réellement une action. Le drame s'adresse soudain directement au peuple. Il faut, pour donner à l'œuvre son couronnement logique et au fait historique sa portée universelle, l'entrée en scène d'une puissance nouvelle,
la musique, la force tyrannique des sons qui remuent les foules passives. Voilà. Alors, le succès de cette représentation du 14 juillet 1936 tient également à la dimension commémorative, bien entendu, perceptible dans l'écho entre le titre de la pièce et la circonstance de la représentation. L'action dramatique de cette pièce est centrée sur l'agitation insurrectionnelle à Paris et sur l'invasion violente de la Bastille, afin d'y chercher des armes, plutôt que d'en libérer des prisonniers. Ça, les historiens l'ont bien établi. Alors, cette action dramatique infléchit l'esprit de la fête nationale, dans un sens plus approprié à cette réalité historique et aussi à la réalité du présent. Dans la tradition nationale, la date du 14 juillet ne renvoie pas seulement à la Bastille, mais aussi à un autre lieu parisien, un autre lieu symbolique, le Champ de Mars, où s'est tenue un an après, 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, dans un climat d'unité nationale, de rassemblement autour des autorités publiques, y compris le roi. Donc la fête nationale française repose sur un système de double commémoration où 90 est un palimpseste de 89 qui n'efface pas complètement l'événement d'origine, mais qui le réécrit, qui l'adoucit un peu, qui l'édulcore, je crois. L'événement théâtral suscité par Romain Rolland fait revenir au premier plan l'événement historique originel, dans son énergie native. Et il faudrait apporter la même correction de perspective à l'image du Front populaire, parce que le caractère de rupture du Front populaire a été estompé par son intégration à la mémoire historique que nous avons aujourd'hui, qui est plus consensuelle. Aujourd'hui, les réformes sociales du gouvernement de Front populaire, congés payés, durée du travail, 40 heures hebdomadaires, sont inscrites dans le patrimoine collectif des conquêtes sociales. Mais à l'époque, il y avait une inquiétante ou exaltante nouveauté, selon les points de vue, nouveauté inquiétante ou exaltante, attachée à la désignation pour la première fois dans l'histoire d'un chef de gouvernement socialiste, à la tête d'une majorité qui comprenait les communistes. Deux partis, socialistes et communistes, qui se qualifiaient encore, qui se définissaient encore à l'époque comme prolétariens et révolutionnaires, partisans de la lutte des classes. Alors, le spectacle du 14 juillet à l'Alhambra avait été préparé pendant 6 mois, d'ailleurs, par une organisation politico-culturelle rattachée au PCF, au Parti communiste, et animée par Louis Aragon, la Maison de la Culture. Ce spectacle, c'est le symbole de l'appropriation légitime du pouvoir d'État par les dépositaires du projet révolutionnaire et du transfert, si vous voulez, de la mémoire révolutionnaire historique au projet révolutionnaire contemporain. La présence de Blum dans le public de la pièce concrétise ce transfert. Le président du Conseil apporte au spectacle une consécration officielle. Il en retire en contrepartie une forme d'investiture symbolique. Les applaudissements qui lui sont réservés par le public et par les acteurs valent en quelque sorte sur le plan symbolique les suffrages des députés qui lui ont voté la confiance. Et la construction dramatique de la pièce y contribue fortement par un double effet. Premier effet, ouverture finale de la scène en direction du public, invité à se joindre à la fête du peuple. Une série d'adresses au public est lancée par plusieurs personnages afin de prolonger le triomphe de la liberté à l'assaut d'autres bastilles à prendre, la diffusion de l'égalité vers la fraternité universelle du genre humain. Liberté, égalité, fraternité. La devise républicaine est préfigurée par le texte de la pièce, donnant son horizon à la dynamique qu'elle enclenche. Il y a dans ce dénouement une protagoniste qui est une actrice du théâtre français de cette époque, un personnage historique, la Conta. Et ce personnage est peu à peu gagné par un enthousiasme quasi fanatique. Et à la fin, elle proclame ceci: « Notre fête est votre fête.
Ce n'est pas l'image vaine d'une action passée, c'est notre commune victoire, c'est notre délivrance. Il est intéressant que cette transmission de la fiction à la réalité soit prise en charge par ce personnage issu du monde réel, une actrice de la Comédie Française, du théâtre français de 89. Ce personnage issu du monde réel, où son rôle en tant qu'actrice est de transporter les spectateurs dans les fictions. C'est un jeu d'aller-retour, réalité-fiction, qui soude les deux domaines assez étroitement. L'autre caractéristique de cette pièce, c'est la mise en valeur du héros collectif au détriment des fictions. De 1909, les individus disparaissent dans l'océan populaire. Dans le développement de l'action, ce phénomène est illustré par les personnages de Marat et de Desmoulins, que les historiens ont crédité d'un rôle non négligeable dans les événements de juillet 89. Mais ici, ces personnages apparaissent globalement dépassés et réduits un peu ironiquement à leur fonction de journaliste, Marat, Desmoulins, fonction de journaliste est de suivre et de commenter les événements et pas de les précéder ni de les produire. Et tandis que Desmoulins se fait des illusions avec une prétention un peu comique sur le pouvoir de son éloquence, les seules individualités qui émergent du flot populaire sont des anonymes. C'est une actrice dont j'ai parlé, Marie-Louise Contat, et c'est une petite fille élevée finalement au rang d'allégorie vivante de la liberté. La liberté et l'égalité commencent ainsi en acte par l'indétermination et la spontanéité du mouvement populaire. Donc, si Romain Rolland est l'homme de la situation en ce 14 juillet 1936, c'est parce que son théâtre de la Révolution est le lien le plus puissant entre fête nationale et front populaire. Mais l'acuité de son intervention dans ce moment-là ne se limite pas à cette légende dorée. Il se révèle, Romain Rolland, non moins apte à mettre en lumière des aspects plus troubles et inquiétants de cette conjoncture. Il y a eu une autre représentation la veille, le 13 juillet 1936, la représentation d'une autre pièce, représentation de Danton, au théâtre des Arènes de Lutèce, au cœur du quartier latin. Cette représentation a été montée à l'initiative du syndicat CGT, des artistes de théâtre. Et de la même façon, était présent dans le public Léon Blum, accompagné de Maurice Thorez, le chef du Parti communiste. Il pouvait être tentant de considérer en miroir l'affrontement sur la scène des deux grandes figures révolutionnaires, Danton, entre les deux personnalités les plus importantes du Front populaire. Les frères ennemis de la montagne, les frères ennemis du mouvement prolétarien, se sont-ils reconnus mutuellement? L'identification était peut-être brouillée par des relations inversées du caractère et de l'idéologie. Danton, le modéré de la Révolution, possédait une exubérance, une force de la nature qui pouvait plutôt l'apparenter à Thorez, tandis que le raffinement un peu professoral de Blum pouvait le rapprocher sur ce seul plan de Robespierre. Toujours est-il que le quatrième mur, cette séparation invisible que Diderot et les théories du drame ont érigée entre la scène et la salle, s'efface spectaculairement ce jour-là. Blum applaudit Danton, et Danton lui rend ses applaudissements en dressant le poing gauche, en harmonie avec le personnage de Saint-Just, enfin avec l'acteur qui joue le personnage de Saint-Just, alors que le personnage de Saint-Just était l'adversaire le plus acharné du personnage de Danton. Tout cela aux accents de la Marseillaise et de l'Internationale, comme pour symboliser la continuité transhistorique de l'inspiration révolutionnaire. Ainsi, le même phénomène a joué pour deux pièces proches, le 14 juillet et Danton, proches par le moment de leur écriture, mais très contrastées dans leur tonalité. L'optimisme du 14 juillet, la résignation mélancolique de Danton, semblent avoir trouvé leur moment de vérité, Kairos peut-être, bien longtemps après. Les deux représentations de juillet 1936
forme une sorte de diptyque qui marque la croisée des chemins pour l'expérience politique du Front populaire. Et justement, cette idée de diptyque est assez bien illustrée par une particularité de Danton, une particularité dramaturgique comparable à celle que j'ai relevée dans le 14 juillet. L'intervention du public dans Danton est programmée par le texte même de la pièce, mais il s'agit ici du refoulement dans les marges de la scène d'un public interne à l'action et non pas de l'inclusion du public extérieur. En effet, la mise en scène du procès de Danton, qui occupe tout le troisième acte, donne lieu à une mise en abîme, en quelque sorte, du tribunal révolutionnaire, exposé sur la scène au regard du public de théâtre, mais cerné par deux forces antagonistes. D'un côté, le peuple, qui assiste aux séances, d'un autre côté, le comité de salut public, le comité de sûreté générale, les organes du gouvernement révolutionnaire, qui surveillent et qui s'impatientent dans la coulisse. Pour vous montrer ça, il faudrait vous montrer vous donner un partage d'écran. Voilà, donc acte 3, le tribunal révolutionnaire. Vous avez donc un système de renvoi avec des lettres minuscules qui régissent la coordination, l'interaction de deux scènes simultanées. Le procès et le public du procès, le peuple, en bas de page. Donc, ces appels de notes fonctionnent comme des instructions de mise en scène, comme des indications de jeu. Le public rit, s'indigne, avec la même vivacité expressive que le public de théâtre de cette époque de la Révolution. Donc, la scénographie, ici, vise à établir à la fois un théâtre du peuple et un tribunal populaire. Donc, j'ai retenu 3 pages ici avec 2 moments clés. D'abord, l'ouverture de l'interrogatoire de l'accusé. Ici, le début de l'interrogatoire. Alors, pour tisser le discours de Danton, Romain Rolland a brodé ensemble plusieurs fragments de discours qu'il a prononcés en différentes occasions. On saisit la méthode de l'invention dramatique, c'est le montage d'archives, une opération d'une haute précision technique qui demande un réel brio d'historien. On peut apprécier le souffle oratoire que Romain Rolland parvient à restituer à son personnage. Je vais donner lecture de cette tirade. Tirade intéressante parce qu'on y entend un écho avec le mot historique le plus célèbre de Danton dans la mémoire collective, dans la mémoire populaire. Danton est identifié au thème de l'audace et c'est le thème de cette tirade également. Si l'audace est un crime, j'embrasse le crime, président. Je le baise à pleine bouche et te laisse la vertu. Les vaches maigres de Pharaon ne me font point envie. J'aime l'audace et je m'en vante, l'audace aux rudes étreintes, aux lourdes mamelles où boivent les héros. La Révolution est fille de l'audace. C'est elle qui fit crouler les Bastilles. C'est elle qui, par ma voix, lança le peuple de Paris contre la royauté. C'est elle qui, par mon poing, saisit la tête coupée de Louis le Raccourci par ses grasses oreilles et la jeta à la face des tyrans et de leurs dieux. Et le peuple renvoie appel de notes. Le peuple dit bravo. Le peuple applaudit. On voit ensuite, à la 3e page, que la séquence est close par l'intervention décisive d'un personnage qui s'appelle Vadier, qu'on avait déjà aperçu ici. De temps en temps, apparaît par le guichet d'une porte, derrière le président, la tête de Vadier surveillant le procès.
Et à la fin, c'est lui, Vadier, qui, profitant de l'accalmie d'un instant, voilà la didascalie ici, lâche une fausse information qui disperse le public et qui désamorce ces velléités de soulèvement. Ainsi, l'effet de la mise en scène est de mettre en valeur le retour à l'ordre répressif de la terreur et de refermer cette expérience de participation populaire au spectacle. On a l'impression que la performance du 13 juillet 1936 et sa réception ont pris cette écriture un peu à contresens. Et pour moi, c'est l'occasion de réfléchir à ce paradoxe en essayant de trouver une solution dans le concept de catharsis. La catharsis, concept antique, concept de la dramaturgie depuis Aristote, la catharsis, c'est plus ou moins un renversement de l'effet immédiat du spectacle et du sens littéral de ce qu'il représente. Alors, en l'occurrence, ici, l'effet cathartique, c'est la distance critique, la vigilance que le public de théâtre serait invité à prendre vis-à-vis de son double à l'intérieur de la pièce, dont la crédulité et la versatilité se prêtent aux manipulations du pouvoir et au simulacre de la justice. Voilà, j'en ai fini pour Danton. Je consacrerai les dernières parties de mon propos à Robespierre, la dernière pièce écrite et jamais représentée. Et je me poserai la question de l'irreprésentable de cette pièce. Pourquoi écrire une pièce irreprésentable? Les contraintes sont très fortes. Les contraintes qui pèsent sur un metteur en scène désireux de relever cette gageure sont très fortes. Dans cette pièce, il y a 24 tableaux, presque autant de décors différents. Certains décors doivent communiquer par des baissées levées de rideaux instantanées parce que ce sont des lieux contigus. D'espaces très hétérogènes, à la campagne, en ville, dans les appartements, dans les intérieurs intimistes, dans les lieux de pouvoir les plus solennels et chargés de symboles, hôtels de ville, conventions, clubs des Jacobins, comité de salut public. Il y a sur scène 45 personnages individualisés. À quoi il faut ajouter les foules urbaines. Par-dessus le marché, à la fin de la pièce, il y a des inserts cinématographiques. Il y a plus d'une dizaine de visions présentées sous la forme de projections cinématographiques. Donc, c'est une gageure insurmontable, c'est une prouesse technique hors d'atteinte pour les entrepreneurs de spectacle. Alors, pourquoi se lancer dans cette folle entreprise? Est-ce qu'on est face à un cas de spectacle dans un fauteuil, d'après la formule d'Alfred de Musset? Spectacle dans un fauteuil, dans le fauteuil peut-être de l'auditeur de radio, puisque la pièce a été diffusée à la radio. Ce mode de réception assez discret, abstrait, isolé par l'audition radiophonique, est-ce que c'est un mode de réception adéquat au désenchantement final? Ce n'est pas certain, parce que l'épilogue qui suit l'exécution de Robespierre montre plusieurs membres du complot en proie à un remords immédiat. Ils pressentent que la République ne s'en relèvera pas. Mais à partir de là, Romain Rolland a donné comme sous-titre à son dernier tableau « Pour un théâtre du peuple ». Et il a pris soin de ranimer l'élan patriotique. Donc, il a voulu dépasser le désenchantement final. Et une nouvelle fois, en mêlant la Marseillaise et l'Internationale par la voix du personnage de Hoche, héros surgi du peuple, gratifié d'une promotion fulgurante dans le creuset républicain des armées révolutionnaires. Hoche incarne l'archétype de l'épopée démocratique. Et Romain Rolland lui a confié le rôle d'ouvrir et de refermer la période la plus intense de la Révolution. C'est lui qui apparaît dès le 14 juillet pour galvaniser le peuple conquérant à l'assaut de la Bastille.
5 ans après, Thermidor, c'est lui qui dissipe la morosité, le désenchantement général pour remettre la dynamique révolutionnaire dans le sens de l'avenir. Et à chaque fois, sans justification par la réalité historique. Alors, mon hypothèse personnelle, je vais émettre une hypothèse personnelle, corroborée un peu par l'importance du rôle de Hoche, figure de l'héroïsme militaire. Romain Rolland n'aurait pas cherché à faire concurrence, d'une façon un peu subtile, au film de Abel Gans, Napoléon, qui était sorti en 1927 dans sa première version, film muet, puis à nouveau en 1935 dans une deuxième version, film parlant. Abel Gans, c'est une référence écrasante pour la construction esthétique des grands mythes de la nation. Romain Rolland aurait-il voulu concevoir un Robespierre de théâtre capable de rivaliser avec le héros de Gans? Et cette émulation artistique aurait-elle exprimé une forme de protestation contre l'accaparement extérieur à la tradition républicaine? L'impossible représentation de Robespierre pourrait alors être interprétée comme une allégorie négative de l'occultation d'une mémoire maudite. La question est peut-être d'autant plus intéressante que les deux œuvres ont une source esthétique commune. Certains effets cinématographiques les plus frappants dans le film de Gans et certains thèmes les plus marquants dans l'écriture de Romain Rolland proviennent du style épique de Victor Hugo dans 93, et plus précisément de la métaphore de l'océan, les vagues de l'océan, qui sont appliquées par Hugo aux députés de la Convention. Alors cette référence aux députés de la Convention me guide me mène à ma question finale. C'est une thématique transversale qui nous mène au cœur de l'atelier du dramaturge et qui nous fait toucher les ressorts de son écriture. C'est la question de son usage du matériau oratoire, matériau aussi essentiel à l'histoire révolutionnaire qu'à l'esthétique théâtrale. Les premières pièces du théâtre de la Révolution, et c'est un point que la référence à l'affaire Dreyfus a peut-être tendance à occulter, mais les premières pièces du théâtre de la Révolution sont le produit d'un contexte historiographique particulier. La Troisième République naissante, ayant compris qu'elle avait besoin d'enraciner sa légitimité dans un rapport nouveau à la mémoire collective, la Troisième République naissante a encouragé, soutenu la publication de copieuses collections d'archives et la Troisième République a encouragé la mise en place d'institutions, le statut d'un objet de savoir scientifique. Donc, création d'une chaire d'histoire de la Révolution française en Sorbonne, confiée à l'historien Alphonse Hollard. Le parcours de cet historien est emblématique de l'annexion des études révolutionnaires par l'histoire positiviste. Hollard était littéraire, professeur de lettres, spécialiste de poésie italienne, puis historien de la Révolution, artisan d'un travail de documentation considérable, auteur d'une histoire politique de la Révolution. Le pivot de sa reconversion a été une étude de l'éloquence parlementaire pendant la Révolution, à laquelle il a consacré une somme en 3 volumes parus dans les années 1880. Et pour lui, l'archive oratoire, dont il a à la fois réévalué la qualité rhétorique et déprécié la valeur politique, c'est un objet qui mérite sa réintégration dans l'histoire de l'éloquence, mais qu'il faut détacher de l'histoire politique. Et je voudrais essayer d'appréhender la place de l'éloquence dans le théâtre de la Révolution à la lumière de cette approche historiographique. Alors, je soulignerai d'abord que Rolland avait le goût de l'archive, parce que pour lui, c'est la source première de l'inspiration dramatique. Il suffit de lire une citation pour le montrer.
Aucune histoire, ni Louis Blanc, ni Michelet, ni les autres, ne donne la véritable impression de la vérité. Il faut lire les documents même, les discours de Danton, de Robespierre et de Saint-Just, surtout, cœur contre cœur. L'extraordinaire idéalité de ce mouvement. Je ne puis vous dire la jouissance que j'éprouve en les lisant. Je n'en ai pas eu de telle depuis Shakespeare. Et ce sont en vérité des hommes de Shakespeare, ces révolutionnaires. Et surtout, ils disent des choses shakespeariennes d'une grandeur surhumaine. Le théâtre est donc là pour transmettre cette vérité cœur contre cœur, pour communiquer une science infuse qui se passe de tout apprentissage préalable, de toute érudition, de toute culture abstraite. Romain Rolland retrouve la conception de Diderot et Mercier, les précurseurs du théâtre du peuple à l'époque des Lumières. Le théâtre, c'est le conducteur de l'électricité, le conducteur le plus efficace de l'électricité des affects, des idées, de la pensée et des exemples. Alors, est-ce qu'on peut dire que le théâtre de Romain Rolland, c'est une synthèse de l'histoire révolutionnaire comme mythologie et de l'histoire révolutionnaire comme science? Sa pratique concrète est un peu en décalage avec cette ambition théorique. Il est vrai qu'il a recours largement aux documents fournis et certifiés par les historiens et qu'il en tire un texte très déclamatoire, n'hésitant pas à attribuer à ces personnages historiques de premier plan de longues tirades incorporant des fragments de leur discours public. Mais il est non moins vrai que ces transferts s'accompagnent d'un déplacement de l'énonciation. Ça, c'est assez important. La parole politique est rarement mise en scène à la tribune où elle a été proférée. Elle est le plus souvent, chez Romain Rolland, remise en circulation dans des situations de dialogue fictives ou bien dans d'autres configurations oratoires conçues par le dramaturge afin d'en pluraliser la réception et de la soumettre à la réflexion critique du spectateur. Je donne un exemple rapidement dans Robespierre. Un discours de Robespierre, un discours historique, le rapport sur les idées religieuses et morales, qui avait été présenté à la Convention, est déplacé par Romain Rolland dans une adresse à la foule venue participer à la fête de l'être suprême. Le dramaturge a prélevé et recomposé de nombreux éléments de ce discours d'origine, mais le plus intéressant, c'est qu'il a encadré la prise de parole du personnage par un double public. D'un côté, la foule, d'un autre côté, un groupe de personnages officiels autour de lui. Et il y a un contraste, une opposition très nette entre l'enthousiasme de la foule et les sarcasmes des personnalités officielles regroupées autour de Robespierre. Ensuite, il faut souligner que l'action dramatique chez Romain Rolland, dans l'ensemble du cycle, se détourne le plus souvent du lieu physique des assemblées politiques. Certes, le 18e tableau de Robespierre se tient dans la salle des séances de la Convention et le 14e tableau au Club des Jacobins. Mais c'est très peu au total. Ce sont de rares exceptions qui ne font qu'invalider l'explication par la contrainte technique et qui renforcent l'impression d'un parti pris délibéré d'éluder la représentation frontale de l'espace de la délibération politique. Ce parti pris est corrélé à une dévaluation radicale de la parole d'assemblée. Le 18e tableau de Robespierre, par exemple, met en scène la séance de la Convention qui a débouché sur la mise en accusation de l'incorruptible, 9 Thermidor. Mais cette séance, dans la réalité historique, se réduisait à une litanie d'invectives et d'interruptions orchestrées par les conspirateurs pour étouffer la parole de l'orateur. Romain Rolland reproduit cela. Il reproduit cela, mais il aggrave encore cette image désastreuse dans le tableau suivant par un contre-champ sur une loge du public où se tiennent 2 espions royalistes qui contrôlent secrètement le déroulement des opérations. Et l'enchaînement des 2 tableaux est implacable. Il montre l'Assemblée asservie aux ennemis de la Révolution. Dans une autre pièce intitulée Le jeu de l'amour et de la mort, il y a le personnage d'un député, il s'appelle Courvoisier, et c'est une figure qui a
qui réunit celle de Condorcet, le philosophe député, et de Lavoisier, le savant. Donc, Courvoisier raconte à son épouse le déroulement d'une autre séance célèbre de la Convention, la séance où Robespierre a réussi à désarmer les protestations contre l'arrestation de Danton. Dans ce récit, donc, le recours à un récit longuement développé à la place d'une représentation directe, ça ressemble un peu au code de la tragédie classique. Et le récit permet de donner toute son ampleur à la métaphore filée d'un cirque de bêtes sauvages qui se livrent sans frein à leur férocité mutuelle. C'est un peu le récit de Théramène de Romain Rolland, le récit de Théramène de la Convention dans le théâtre de la Révolution de Romain Rolland. Je vais vous montrer cette citation. Voilà. Ce ne sont plus des hommes, c'est un troupeau de bêtes serviles et cruelles. Tous les instincts de bassesse et de férocité sont à nu, etc. Je ne vais peut-être pas lire la totalité de cette citation. Je terminerai donc vraiment la conclusion de mon propos en me demandant comment expliquer cette contradiction entre la vision de l'éloquence révolutionnaire que Romain Rolland portait en lui et celle qu'il projetait dans son écriture dramatique. Entre la source et l'aboutissement de son théâtre de la Révolution, se sont glissés les amers spectateurs assidus des congrès politiques et syndicaux, spectateurs assidus des débats de la Chambre des députés au début du XXe siècle, observateurs attentifs des grandes joutes oratoires entre Jaurès et Clémenceau à la Chambre, entre Jaurès et Jules Guesde dans les congrès socialistes. Romain Rolland a perdu ses illusions de jeunesse sur la parole éloquente. Mais il n'a quand même pas trouvé la lucidité ou la force de laisser toute espérance au seuil de cet enfer, de cette caverne infernale des assemblées politiques. Il était donc encore capable, dans une lettre où il rapportait son effarement devant le triomphe oratoire de Clémenceau qu'il considère comme un homme diabolique, il était capable de formuler cette profession de foi. C'est la dernière citation. C'est un fameux spectacle que celui d'un homme aux prises avec une assemblée et qui triomphe d'elle par son intelligence. Ces luttes de la parole sont pour moi les plus beaux drames de notre temps en France, et le premier théâtre de Paris, c'est la Chambre. Si bien que mon discours s'achève sur une sorte d'aporie, il n'y a pas de solution à cette contradiction. L'œuvre dramatique de Romain Rolland vibre de cette foi ardente et tourmentée. Elle tire son intensité tragique de toutes les mises à l'épreuve et de toutes les inflexions que la réalité historique fait subir à la mémoire historique, à la mythologie révolutionnaire. Mais ce sont là les vicissitudes qui font la vie d'une œuvre dans le temps et qui rendent cette œuvre toujours vivante parce que toujours problématique.